Aujourd'hui, je voudrais vous parler enfin d'un petit livre peu connu, Mystery of the Mind, les mystères de l'esprit ou le mystère de l'esprit, que j'évoquais dans ma toute première vidéo longue de présentation détaillée de la chaîne. Ce livre a été écrit par un grand nom de la médecine, Wilder Penfield. Neurochirurgien, pionnier de l'exploration du cerveau humain, né à la fin du 19e siècle, il a opéré plus de 1000 patients éveillés et exploré pendant des décennies leur réaction cérébrale à des stimuli de diverses zones du cerveau. Son but était de déterminer quelle partie enlever pour soigner l'épilepsie. Et ce qu'il découvre et dit finalement dans ce livre de vulgarisation, c'est qu'il n'a pas trouvé l'esprit dans le cerveau. Bienvenue sur ma chaîne, nous sommes dans les gorges du Tarn, il doit être 8h15, je suis le vieux. J'ai lu ce livre dans le cadre de mes interrogations sur la conscience et aussi suite à mes lectures sur les expériences de mort imminente. Vous allez me dire que ce dernier sujet n'est pas sérieux. Il l'est suffisamment en tout cas pour avoir fait l'objet d'une thèse de doctorat, Université de Reims sous la direction du professeur Charbonnier. J'ai alors voulu savoir si ces EMI, expériences de mort imminente, qui étaient relatées par d'éminents cardiologues ou médecins réanimateurs, entrait en contradiction avec la physique moderne. Je suis donc allé faire un tour du côté de la physique quantique. Dans ce monde bizarre, les particules, dont on ne sait pas d'ailleurs si ce sont des corpuscules, des ondes, de l'énergie ou de l'information, ces particules donc réagissent d'une façon qui semble en contradiction totale avec notre expérience quotidienne. Tout d'abord, chaque particule est partout en même temps, jusqu'à ce que l'intervention d'un observateur interfère et la fixe à un endroit donné. Dans mes premiers contacts avec la physique quantique, je me disais plutôt on ne sait pas où est la particule. Elle a des probabilités d'être à un endroit ou à un autre, et en fait j'ai compris que non, la particule était réellement partout en même temps. Ensuite, si deux particules ont été liées, si elles ont été émises par le même système, exemple, une particule qui est heurtée avec de l'énergie et qui va émettre deux photons. Si ces particules ont été liées, elles peuvent le rester même quand elles sont séparées physiquement ensuite. Et une action sur l'une aura des conséquences sur l'autre, apparemment instantanément, ou en tout cas à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Dans certaines expériences, tout semble de plus se passer comme si l'information pouvait remonter le temps. Et là, je pense aux expériences d'Alain Aspect, notamment dans les années 80. J'en avais parlé un petit peu dans ma première vidéo longue. Il a fallu attendre les années 80 pour valider, puisqu'en fait, il fallait que la science et la technologie surtout aient progressé suffisamment pour qu'on puisse mettre un écran qui s'interpose en fait après le départ d'une particule et avant qu'elle atteigne la cible. Donc on est dans du millionième de seconde. Il fallait que la technologie progresse pour que ces expériences puissent réellement permettre de démontrer en fait la physique quantique. Et dans cette expérience notamment, une particule est émise et en fait, selon que l'écran va se lever ou pas, puisque la présence de quelque chose interfère sur l'expérience, selon que l'écran se lève ou pas, les conditions de départ d'émission de la particule vont changer, alors que l'écran se lève ou ne se lève pas après le départ. Donc effectivement, tout semble se passer comme si la flèche du temps n'existait pas dans les équations de la physique quantique. Alors ça a fait dire à certains physiciens, je cite, « Ces électrons ainsi que les autres particules fondamentales n'existent pas dans l'espace et le temps, mais ce sont l'espace et le temps qui existent en fonction d'eux. » Donc la matière ou quoi que ce soit, en fait, crée l'espace et le temps. Alors pour en revenir finalement au livre de Penfield, ce qui m'a frappé, c'est qu'un homme aussi rigoureux, aussi ancré dans le concret, on pourrait peut-être même dire le matérialisme, finisse par dire « le cerveau ne suffit pas à expliquer l'esprit ». Deuxième partie, ce que dit Penfield et ce qu'il observe. Ce que Penfield observe. Il opère des patients éveillés, épilepsie le plus souvent, sous anesthésie locale. Donc ils sont conscients, mais en fait les zones effectivement qui vont être ouvertes au niveau du cerveau, la zone est sous anesthésie locale. Il stimule électriquement certaines zones du cortex,
donc avec patient conscient. Résultat, le patient dit par exemple « Je vois ma mère dans la cuisine, j'entends une musique, je suis enfant ». Penfield en conclut « Il existe dans le cerveau des zones où seraient stockées des perceptions, des souvenirs ». Mais ce qui intrigue Penfield profondément, c'est autre chose. Le patient ne dit pas « Je vis ça comme si j'y étais », mais plutôt « Je vois le souvenir revenir ». Le « je » qui parle, c'est-à-dire l'esprit, la conscience de soi, c'est le patient qui observe le souvenir, ce « je » n'est pas modifié par la stimulation. Il reste lucide, conscient, il est extérieur à ce souvenir réactivé. Interprétation, on peut stimuler une zone cérébrale, c'est-à-dire déclencher un contenu psychique, mais on ne peut pas localiser le « je » qui en prend conscience. Il n'est pas réductible à une zone du cerveau. C'est ce que Penfield trouve vertigineux. Le cerveau contiendrait des images, des sons, des souvenirs, mais pas le « je », la conscience de soi. Le cerveau peut exprimer le « je », l'incarner, mais pas le générer ni le situer à un endroit précis. Alors je vais reformuler tout ça en resynthétisant un petit peu, car c'est à mon avis la question centrale du livre. Quand Penfield opère des patients éveillés et stimule certaines zones du cerveau, un souvenir ressurgit, une voix, une scène, un moment du passé. Mais ce qui le frappe, ce n'est pas le souvenir lui-même, c'est que la personne dit « je vois ce souvenir ». Elle ne le revit pas, elle l'observe de l'extérieur. Autrement dit, on peut activer un souvenir dans le cerveau, mais le « je » qui en prend conscience, lui, on ne le trouve nulle part. Ce « je » reste lucide, non altéré par l'expérience, comme extérieur à la scène. Penfield en conclut, les souvenirs sont peut-être dans le cerveau, mais la conscience qui les regarde, elle ne s'y trouve pas. L'essentiel chez Penfield, ce n'est pas la mémoire, c'est-à-dire ce qui serait stocké, c'est le mystère du témoin, c'est-à-dire la conscience qui regarde, et en l'occurrence là qui regarde le souvenir revenir, sous l'effet d'une stimulation électrique. Citation de Penfield, « Je conclus qu'aucune preuve solide ne montre que le cerveau seul accomplit ce que fait l'esprit. Il dit même que l'idée de zone de la mémoire était une erreur. Il n'a jamais trouvé d'endroit où la mémoire serait stockée. » Citation, « L'enregistrement n'est pas dans le cortex. Et quand il cherche une zone de la volonté, rien. » Il en conclut qu'il est plus logique de penser l'humain comme composé de deux éléments, un cerveau et un esprit. Troisième partie, ce que Penfield dit. Ce qu'il dit, c'est l'esprit reste un mystère, et ce qu'il ne dit pas, et si le cerveau était une antenne. Citation. La question de l'esprit reste un mystère, bien que la lumière ait été faite sur le cerveau. Alors ce que j'aime chez Penfield, c'est qu'il ne remplit pas le vide par des croyances. Il fait ce que devrait faire tout scientifique, il s'arrête là où s'arrête la science. Et il dit, il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et si un homme de cette envergure, après une vie entière passée à explorer le cerveau humain, dit cela, alors peut-être qu'on devrait l'écouter. Selon Penfield, l'origine de l'esprit ne se trouve pas dans le cerveau. Allons plus loin. Si l'esprit, ou au moins l'information, est ailleurs, le cerveau ne serait donc pas une boîte noire qui contient tout, mais pourrait être une antenne, une interface, un relais. Et si ce que nous appelons conscience n'était pas généré ici, mais capté. Quand une zone est lésée, on perd des fonctions, oui, mais ça ne veut pas dire que tout était contenu là. C'est comme une antenne de télé. Quand elle est abîmée, elle ne capte plus bien. L'image est altérée ou disparaît. Pourtant, l'information qui permettait l'image est toujours là, quelque part dans l'air entre l'émetteur et le transmetteur et l'antenne. Là, je fais le lien avec les deux domaines dont j'ai parlé. Premièrement, les expériences de mort imminente, donc c'est-à-dire des récits de conscience sans activité cérébrale mesurable, ce qui est théoriquement impossible. Si la conscience, par contre, n'est pas localisée dans le cerveau, cela fait sens.
qu'il puisse y avoir effectivement des souvenirs relatés après, des souvenirs post-opératoires de moments où il n'y avait pas d'activité mesurable, hein, parce que le patient était plongé dans un coma profond ou s'y retrouvait naturellement. Alors deuxièmement, la physique quantique, qui remet en question la localisation, la séparation et même la temporalité. Donc et vous, qu'en pensez-vous? Le cerveau, organe générateur de la pensée ou bien simple antenne? Quatrième partie, le cerveau comme filtre. Allons encore plus loin. Si le cerveau n'était pas seulement une antenne, mais en plus un filtre, un limitateur de conscience, une sorte de pare-feu neurologique qui ne laisserait passer qu'un certain flux d'informations, juste ce qu'il faut pour rester sain d'esprit, pour construire une causalité, pour apprendre. Certaines personnes revenues d'expériences de mort imminente évoquent l'impression de tout comprendre, de fusion avec le tout. Et si c'était cela, la conscience sans le filtre que constituerait le cerveau? Non plus fragmenté, mais global, non plus incarné, c'est-à-dire limité, filtré par le cerveau, mais pleinement déployé. Après tout, même Stephen Hawking termine son livre « Une brève histoire du temps » sur l'idée que l'univers est né d'une singularité quantique, c'est-à-dire un point unique d'où tout serait issu. Hein, ce point unique, alors il fait appel à la physique quantique dans laquelle on peut observer à l'échelle de particules des empreintes d'énergie. Et lui, à la fin du cheminement de son livre, il pense qu'il y a eu une singularité quantique, c'est-à-dire qu'au milieu du rien, il est apparu par empreinte d'énergie un tout qui était puisque c'était localisé dans une zone infinitésimalement petite, et même plus, parce qu'on ne pouvait pas dire qu'à l'époque, l'univers n'existait pas, il n'y avait pas de matière, de temps, d'espace. Si en fait l'espace et le temps existent en fonction de la matière qui est dedans, ben, logiquement, en l'absence de matière ou de toute chose, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Donc quelque chose est apparu là, une singularité dans un endroit spatialement non défini, mais effectivement qui était le tout de l'univers à ce moment-là, mais qui était infinitésimalement petit, où tout était contenu. Et en physique quantique, si deux particules sont issues d'un même système, elles restent liées, quelle que soit la distance qui les sépare ensuite. Alors nous qui sommes, et nous et tout ce qui existe autour de nous, qui venons, selon cette théorie du Big Bang, qui viendrions d'une singularité quantique, pourquoi ne serions-nous pas encore à notre manière connectés à ce tout d'origine, mais à travers notre antenne limitée, hein, le cerveau, pour notre propre équilibre mental. Imaginez étant enfant et pouvant être jeune, tout petit enfant et être connecté avec le tout instantanément, avec le passé, le présent, le futur. Il y aurait de quoi devenir fou, effectivement. Avant 2 ans, en fait, il y a une réduction des neurones, puisque on va retirer ceux qui on va supprimer des neurones, on va supprimer les neurones qui ne sont pas connectés, en fait, parce qu'il y en a trop au départ, et on va privilégier certains câblages qui a marché. Imaginez en fait que tout était stimulé, tout soit en même temps fonctionnel en même temps. Ça ne serait pas possible pour grandir, établir une causalité et pour se développer. Donc en fait, cette antenne limitée, ce filtre, serait là pour notre propre équilibre mental et pour nous permettre d'évoluer dans ce monde tel qu'il est, en déterminant une causalité, un début et une fin. Voilà pour cette vidéo qui a apporté beaucoup plus d'interrogations que de réponses. Si elle vous a intéressé et que vous désirez que je développe certains aspects, parce que j'ai conscience qu'on a fait qu'effleurer le sujet, il y aurait de quoi faire plusieurs vidéos sur chacun des aspects, que ce soit les expériences de mort imminente, que ce soit la physique quantique ou même le livre de Penfield ou d'autres choses encore. Donc si vous voulez que je développe certains aspects, faites-le moi savoir en commentaire. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien. Ciao.